Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment intégrer une top école de commerce en troisième année ou en master, que vous soyez en France ou à l'étranger. Je vais vous expliquer comment j'ai intégré HEC Paris, mais comment vous aussi, vous pouvez le faire. C'est pour moi la vidéo que j'aurais voulu voir il y a 5 ans de cela, lorsque je me posais encore des questions sur les écoles de commerce. Je vais donc commencer à vous raconter comment j'ai atterri à HEC Paris. Donc ça, c'est moi il y a quelques années. J'étais sur le point d'obtenir mon diplôme d'ingénieur en mécanique et je me posais énormément de questions si je voulais vraiment travailler dans ce milieu. En fait, quand j'ai obtenu mon BPC à 14 ans, je voulais devenir mécanicien d'avion. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai donc décidé de m'orienter vers le lycée technique pour faire un bac F en option électromécanique. Sauf que très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas la meilleure option parce que j'allais avoir une formation très professionnelle pour travailler très vite après le bac. Et heureusement, après avoir obtenu le bac, j'ai eu l'occasion d'intégrer l'Institut national polytechnique où j'ai pu faire un DUT en électromécanique. Et pareil, arrivant au bout de formation de mon DUT, je ne me voyais toujours pas en train d'aller travailler parce que je trouvais que j'étais assez jeune. J'ai donc décidé de passer des concours d'ingénieur que j'ai réussi, ce qui m'a permis de faire la spécialité d'ingénieur en mécanique industrielle. Et c'est là que je me suis rendu compte que tout au long de ma formation, j'avais entendu parler d'un concours qui permettait d'intégrer des top écoles de commerce en France. Et ce concours était géré par un organisme qui s'appelait à l'époque SAI, Service d'admission international. Je crois qu'aujourd'hui il s'appelle Join School, mais je reviendrai en détail sur ce point dans la vidéo. Et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce qu'en Côte d'Ivoire par exemple, c'est très rare de voir un ingénieur faire un job qui n'a rien à voir avec sa spécialité. Et c'est après 6 à 9 mois intenses de préparation que j'ai réussi le concours pour intégrer HEC Paris pour faire le master en management. Et pourquoi je vous raconte mon histoire, c'est pour que vous sachiez qu'il y a deux manières d'intégrer les top écoles de commerce en France. Il y a soit l'admission internationale, celle que j'ai passée, ou l'admission directe qui est réservée aux étudiants en classe préparatoire. Mais avant que je vous détaille ces deux modes d'admission, je pense qu'il est important que vous sachiez c'est quoi une école de commerce et pourquoi les écoles de commerce sont si prestigieuses. Pour la petite histoire, les écoles de commerce sont apparues en Europe entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, avec la création de la première école de commerce qui était à Lisbonne en 1759, qui a été ensuite suivie par la création de l'ESCP en 1819. Et depuis lors, nous avons vu l'apparition de dizaines de milliers d'écoles de commerce dans le monde. En France, par exemple, on compte plus de 200 écoles de commerce à ce jour. Et de ces écoles sont sortis de très grands noms comme par exemple l'ex-président français François Hollande, Stéphane Bern ou encore le président de TF1 Gilles Pélisson. On peut citer 3 critères qui permettent aux écoles de commerce de se distinguer les unes des autres. Nous avons 1. Les accréditations internationales qu'elles ont. 2. Les classements dans les journaux spécialisés. Et 3. La force de leur réseau à l'international. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les écoles de commerce se livrent une compétition féroce pour attirer les étudiants les plus brillants du monde. Concernant les accréditations internationales, on en distingue 3 qui sont EQUIS, AMBA et ACSB. Et ces accréditations témoignent de l'excellence des écoles de commerce sur plusieurs points comme par exemple la qualité de leur enseignement, la force de leur réseau à l'international, ce qui leur permet par exemple de rivaliser avec des business schools américaines. En France, par exemple, sur plus de 200 écoles de commerce, seulement 18 ont la triple accréditation. Ensuite, le deuxième critère de concurrence entre les écoles, c'est le classement réalisé chaque année par les journaux spécialisés. Et ce classement permet de maintenir le mythe entre les écoles de commerce. On a des classements qui sont faits par les journaux nationaux et les journaux internationaux. Sur le plan national, par exemple, on compte le Figaro ou même l'Étudiant. Et sur le plan international, nous avons le Financial Times qui publie chaque année le classement des meilleures écoles de commerce en Europe. Juste pour vous donner une idée de l'importance de ces classements, figurez-vous que des étudiants n'hésitent pas à mentionner sur le CV le classement Financial Times de leur école juste pour influencer leurs recruteurs. Mais je ne sais pas si ça fonctionne. What? Et le troisième critère, c'est la force de leur réseau à l'international et le salaire des étudiants à la sortie. Je préfère ne pas faire de débat sur ce sujet. Je mettrai donc un lien dans la description pour que vous puissiez voir les salaires qui sont affichés pour les étudiants de commerce. Mais juste pour vous donner un ordre pour contextualiser, c'est que certaines écoles communiquent qu'à la sortie, leurs étudiants ont entre 50 000 et 60 000 euros par an. Et ce chiffre pourrait grimper jusqu'à 100 000 euros après 3 années professionnelles. Est-ce que c'est vrai? Je dirais oui, mais seulement dans une petite catégorie d'industrie. Et maintenant que j'ai dit ça, je vais vous présenter les différents moyens de rejoindre une école de commerce, notamment en se focalisant uniquement dans cette vidéo sur le programme Grande École. L'admission post-prépa est réservée aux étudiants en classe préparatoire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une classe préparatoire, en fait c'est un cursus intermédiaire d'une durée de 2 ans qui est ouvert aux étudiants ayant eu le bac. Et au cours de ces 2 années, les étudiants sont préparés de manière intensive sur les maths, les physiques, mais pas que, mais afin qu'à la fin ils puissent passer des concours pour intégrer les écoles d'ingénieurs ou les écoles de commerce. En France par exemple, il y a de très bonnes écoles préparatoires comme Henri IV, Louis le Grand ou encore Stanislas pour ne citer que cela. Et à l'international, en Côte d'Ivoire, on peut citer l'Institut national polytechnique ou encore STEM. Et donc pour revenir au programme Grande École, si vous êtes en classe préparatoire, vous devez passer les concours ECRICROM ou BCE. Et les inscriptions pour ces différents concours ont généralement lieu entre décembre et janvier et les tests écrits ont lieu en avril. Et si vous êtes admissible, vous avez la possibilité de participer aux oraux qui ont lieu entre juin et juillet. Ce sont des concours qui nécessitent énormément de préparation et qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. Et pour les oraux par exemple, il faut se renseigner sur les spécificités des écoles auxquelles vous postulez pour éviter d'avoir des surprises désagréables. Pour les oraux, vous devez savoir que les épreuves varient selon les écoles.
à HEC, il n'y a pas d'entretien de personnalité, mais il y a l'économie, CSH qui vient comme la culture générale. Et vous avez les maths, le triptyque et les langues LV1, LV2. À l'ESSEC, c'est les langues, le test psychotechnique et l'entretien de personnalité. Pour les autres écoles, c'est les langues, l'entretien de personnalité. Après, il y a des spécificités comme à Grenoble où il y a l'entretien inversé dans l'entretien de personnalité, et à Audencia, il y a la culture générale qui vient. Pour la préparation des oraux, j'ai rien fait d'extraordinaire encore. Je participais aux entraînements organisés par notre école, donc ça me permettait de gérer mon stress, de voir encore mes difficultés, de m'améliorer à chaque passage. Pour le test psychotechnique, par contre, je sais que je m'étais acheté un document pour m'entraîner à mes heures perdues ou parfois quand je n'avais pas envie de faire grand-chose, quoi, pour quand même avoir l'habitude de ces différents tests-là. J'ai fait la classe préparatoire ECT, c'est une prépa économique. Les matières qu'on avait, c'était les maths, l'économie, droit, le management, les langues LV1, LV2. On avait la culture générale, la contraction ou la synthèse. Voilà. Cette année, je crois qu'ils ont supprimé la contraction. Voilà, donc moi j'ai fait ma classe préparatoire au Maroc. On a composé les écrits au Maroc et on a fait les oraux en France. Mais je crois que dans les normes, si ce n'était pas à cause des contraintes liées au Covid, normalement on fait les écrits en France et les oraux en France. Alors pour cette prépa économique, il y a deux banques d'épreuves. Il y a la BCE et les CRICOM. Alors pour la BCE, vous payez pour chaque école à laquelle vous postulez. Et pour les CRICOM, je crois que vous payez environ 250 ou 275 euros pour avoir 3 à 5 ou 6 écoles comme ça. Pour la préparation des tests écrits, je sais que je suivais les instructions de mes professeurs et je faisais des recherches quand je sentais qu'il était nécessaire de les faire. À part ça, puisque j'ai fait la prépa ECT, il y a des matières, je dirais, un peu techniques, comme le management et l'économie droit, qui demandent une certaine gestion du temps pour traiter le sujet dans son entièreté. Alors pour ces matières-là, je sais qu'avant d'entamer la deuxième année de la classe préparatoire, j'ai eu à me mettre dans des conditions réelles de l'examen pour voir quels étaient les obstacles qui m'empêchaient de traiter les sujets dans leur entièreté. À part ça, je pense que c'est la discipline et le cumul des connaissances durant ces 2 années de classe préparatoire qui font la différence. Pour les oraux, je sais qu'après les résultats d'admissibilité, les écoles du top 3, elles choisissent vos créneaux à votre place et les autres écoles vous permettent d'adapter vos heures et dates de passage. Alors nous, on a nos aînés qui nous avaient conseillé de ne pas attendre cette période-là avant d'établir des trajets, c'est-à-dire qu'on y mettait simplement des hypothèses. Si j'étais admis dans des écoles du top 5 ou de telle école à telle école, quel trajet j'allais suivre tout au long de la France, quoi. Parce qu'il faudrait savoir que c'est dans les différents campus, sur les différents campus des écoles que vous allez composer. Alors il y a certaines écoles qui ont des campus dans différentes villes, donc ça peut être un avantage. Il faudrait alors tenir compte du transport et du logement. C'est pas toujours aisé, mais il y a des écoles qui offrent des places limitées d'hébergement. HEC, ESSEC, la plupart des écoles, je pense. Alors je dis ça parce que je sais qu'il y a des amis qui se retrouvaient confrontés à des situations, par exemple, où lorsqu'ils finissent une épreuve sur un campus, ils doivent tout de suite prendre le train pour se rendre sur le campus d'une autre école. Alors c'était pas toujours aisé, c'était parfois stressant, fatigant. Et bien maintenant, voyons ensemble le processus d'admission parallèle ou international au programme Grande École. Il est ouvert à tous les étudiants français ou étrangers ayant au minimum un bac plus 3. Mais dans la pratique, on peut constater qu'il y a énormément d'ingénieurs qui postulent à ce programme également. Pour postuler au programme Grande École en admission parallèle, vous pouvez le faire de 2 manières. Soit en vous inscrivant directement sur le site des écoles qui vous intéressent, ou soit en passant vers une structure spécialisée qui s'appelle Join eSchool ex-SAI. En fait, c'est la structure à travers laquelle je suis passé pour intégrer HEC en Grande École. Peu importe la méthode que vous allez choisir, vous allez devoir fournir vos relevés de notes de vos années universitaires, de l'aide de recommandation, une lettre de motivation, mais le plus important, vos scores au TAJ, MAJ ou au GMAT et vos scores au TOEIC ou au TOEFL.
Ces informations seront ensuite analysées par les écoles et vous serez informé si vous êtes admissible ou non. Si vous êtes admissible, vous allez passer votre entretien de sélection qui dure entre 25 et 30 minutes avec un jury spécialisé. Le but de cet entretien sera de cerner votre personnalité et de comprendre votre projet professionnel. Si vous voulez préparer le Taj Mahal, il existe de nombreux livres disponibles en librairie, mais je vous recommande la Bible du Taj Mahal qui est un livre de référence et c'est l'un des livres que j'ai utilisé lors de ma préparation à l'époque. Et si vous souhaitez un accompagnement spécialisé, je vous recommande TG Master qui est un centre de coaching qui est basé en Côte d'Ivoire, qui est géré par des anciens d'école de commerce. Et TG Master m'a accompagné lorsque je devais préparer mon entretien pour la dernière étape du processus d'admission. On ne le répète pas assez, mais il est extrêmement important de bien préparer le Taj Mahal et le GMAT pour obtenir un très bon score afin de pouvoir être sélectionné dans l'école de commerce de son choix. Aujourd'hui, lorsqu'on décide d'intégrer les Master Management dans les grandes écoles de commerce en France aujourd'hui, le Taj Mahal c'est le passage obligatoire. Le Taj c'est un test d'aptitude aux études en management qui est demandé comme pièce constituante du dossier de candidature. Et je tiens à rajouter qu'aujourd'hui, le Taj est présenté comme étant la pierre angulaire du dossier. Ce n'est absolument pas le cas. Chaque école a son barème. Pour la petite histoire, j'ai été pris à HEC. Je n'ai pas été admis ici même dans d'autres écoles en France. Et ce, malgré que j'avais un score relativement élevé au Taj Mahal. Le Taj, je ne peux pas dire si le Taj est facile ou il est difficile parce que ça dépend vraiment des profils des personnes qui décident de s'inscrire au Taj. Mais en général, le Taj est connu comme étant la partie difficile, en tout cas, de la préparation du dossier de candidature. Pour ma part, le Taj m'a demandé énormément de discipline, mais le test en lui-même, il est abordable parce qu'il aborde les notions qu'on a principalement vues en classe de 4e ou de 3e, dépendant d'un système scolaire. Mais dans sa globalité, le test il est abordable. La difficulté du test, c'est principalement le temps, la gestion du temps. Au Taj, il faut aller vite, il faut aller très vite même. La chose qui m'a le plus aidé, c'était de me focaliser sur les parties qui étaient rémunératrices au Taj. En l'occurrence, le calcul, la condition minimale et la logique. Je peux même rajouter la partie raisonnement du sous-test raisonnement argumentation. Mais l'idée, c'est vraiment de se focaliser en fait, sur les parties analytiques, les parties mathématiques en fait, du Taj, où il est très facile de monter en compétences et d'obtenir de très bons scores. Là où dans les parties littéraires du Taj, c'est-à-dire le sous-test de compréhension ou la partie expression, ou même encore la partie argumentation du sous-test de raisonnement argumentation, là-bas, il faudrait avoir un bagage littéraire qui est quand même assez élevé. Il faudrait avoir pris l'habitude de lire des romans, de regarder des débats politiques à l'Assemblée par exemple, pour prétendre avoir un très bon score sur ces parties-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou encore à regarder la vidéo de Kiali Kemian qui nous raconte son expérience à HEC ou encore celle de Randolph Goré qui travaille actuellement à la Banque mondiale.